Bonjour Geneviève. Bonjour Janaïne. Alors toi tu es historienne de l'art, mais je crois qu'avant tout tu es conteuse, c'est comme ça qu'on peut te définir. Tu viens de Belgique, tu as fait une maîtrise Ouais. d'histoire de l'art, et puis tu es arrivée en France, tu as été professeur des écoles, tu es intervenue dans des centres de formation, puis tu es rentrée aux abattoirs pendant plus d'une dizaine d'années, avant de décider de te mettre à ton compte pour, je dirais, explorer les différents possibles, pour partager ta passion sous de nouvelles formes. Tu as écrit des livres. Pendant le confinement aussi, tu t'es beaucoup tournée vers l'écriture avec la newsletter que Mhm. tu as mis en place, tu nous en parleras. Moi, je crois que ce qui te définit, c'est la passion. C'est vraiment l'envie de partager les histoires de l'art, de partager ta passion, d'en discuter avec les gens, voilà, de les faire entrer dans l'art. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Alors Janaïne, je vais peut-être rebondir sur ce que tu disais. Tu as toi aussi une formation extrêmement solide. Tu as fait des études de médiation culturelle à Avignon. Et puis tu es venue à Toulouse, tu travailles à un doctorat à l'université Paul Sabatier. Et tu as monté ta propre entreprise de médiation culturelle. Mais toi, tu parlais de passion. Et moi, ce que je voudrais que les gens comprennent et sentent, hein, au-delà de la caméra, c'est ton énergie. Parce que c'est ce qui te caractérise le plus. Et alors depuis quelques années, ton travail, que moi je trouve passionnant, vu du mien, c'est de rendre sensible la mémoire du patrimoine. Alors mémoire sensible, c'est un terme moi qui me touche énormément et tu es l'exemple vivant de tout ça. Alors par rapport à ton âge, ta génération, tu vas utiliser aussi des tas de choses que moi je n'utilise pas. Donc tu vas essayer de faire revivre pour les gens l'idée d'un monument, l'idée d'un mode de vie et de créer en fait un univers sensoriel pour pouvoir ressentir tout ça. Et donc du coup, dans mon métier un peu plus traditionnel de guide et de conférencière, c'est évidemment quelque chose pour moi de passionnant et je voudrais que les gens le sentent. Et puis, il y a des gens qui ont un métier et qui parfois sont en contradiction. Toi, pas du tout. Et toi, tu as aussi la mémoire parce que tu as été élevé près d'un site archéologique. Et tu parles des Volques Tectosages à Toulouse. Et puis, il y a aussi la mémoire par rapport à tes origines, à ta société qui s'appelle Kwandika et qui rappelle que tu as des origines rwandaises et que pour toi, c'est très important. Ouais, tout à fait. Alors, je crois qu'on a une question. La première question, donc, Janaïne, comment concilier réalité virtuelle et expérience culturelle collective? Donc ça, c'est une question à laquelle je vais répondre plutôt du point de vue recherche. Finalement, quand on regarde cette question, elle sous-entend que la réalité virtuelle, c'est quelque chose de plutôt individuel, que c'est pas forcément une expérience collective, pas forcément une expérience culturelle non plus. Et ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'est une expérience culturelle. Est-ce qu'elle est toujours collective? Ouais. Je dirais déjà, il faut savoir de quelle réalité virtuelle on parle. Est-ce qu'on parle de casque? Est-ce qu'on parle de salle immersive dans lequel on va projeter des environnements 3D avec lesquels on peut interagir ou non? Est-ce qu'on parle de reconstitution historique, par exemple, de spectacle? Est-ce qu'on parle aussi de la réalité imaginaire, finalement, celle dans laquelle on rentre quand on est devant un tableau, devant une œuvre d'art, ou quand on visite une grotte préhistorique avec des dessins symboliques sur les parois? Donc voilà, je pense qu'il y a cette question qu'il faut déjà éclaircir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, on entend souvent les casques, on se dit oui, on est seul sous son casque, mais finalement pas tant que ça. Quand on est au cinéma, quand on est au théâtre, à l'opéra, quand on regarde un documentaire ou qu'on lit un bouquin derrière, enfin, voilà, dans son lit par exemple, on est aussi seul finalement. Et l'expérience, elle devient collective après, quand on la partage. Et on a beaucoup travaillé en sciences de l'infocom, en sciences humaines, en sociologie culturelle. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part d'individualité dans l'expérience culturelle et toujours une part de collectivité finalement. Voilà. Même si aujourd'hui, la réalité virtuelle, les casques tendent à devenir de plus en plus, on va dire, collectifs, dans le sens où on va avoir des expériences qui proposent d'être à plusieurs dans un même environnement. On a des expériences de théâtre immersif, on a des comédiens dont l'avatar numérique va interagir en temps réel avec nous à l'intérieur du casque. Voilà, il y a des séances de films, on programme des films immersifs avec des horaires, avec une programmation, etc. Donc on est vraiment, pour moi, dans une expérience culturelle. La question, c'est plutôt
comment on va concilier, comment on va se servir de la réalité virtuelle comme dispositif dans le cadre d'une stratégie de médiation. Comment ça va nous permettre de répondre à nos objectifs en tant que médiateur, tu vois. Je pense que c'est pas une fin en soi. Il faut pas faire du numérique absolument pour faire du numérique, mais il faut que ça réponde à ce qu'on a envie de transmettre et de faire passer. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais peut-être rajouter, même si la question était pour Janaïne, c'est que quand on est dans une réalité immersive, on vous propose des scénarios et que du coup, ces scénarios avec l'imaginaire font qu'on n'est plus tout seul. Tout à fait. Alors une question pour donc Geneviève, 2 confinements, des voyages, des conférences annulées, comment se réinvente l'historienne de l'art? Alors effectivement, dans notre métier, on a besoin d'un musée, on a besoin d'un avion, on a besoin de toute une infrastructure qui n'existe plus pour le moment. Alors pendant les 2 confinements, l'idée c'était de maintenir un lien avec les gens parce que les gens en ont besoin et que moi j'en ai besoin aussi. Et j'ai mis au point une lettre de nouvelles, une newsletter, donc tous les jours j'ai envoyé à mes abonnés le commentaire d'un tableau, d'une architecture, d'un collectionneur, essayer de leur faire découvrir des choses, parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur des grands artistes, essayer de leur faire découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas encore, et de les ouvrir aussi beaucoup à l'art contemporain, parce que c'est important pour moi, et que l'art contemporain permet de faire passer des émotions qui sont complètement différentes de la peinture traditionnelle. Et puis, quand la pandémie sera terminée, il y a aussi un grand projet pour moi qui est de créer un lieu culturel qui serait à mon domicile et dans lequel je pourrais accueillir les gens, faire des conférences en petits comités, des présentations de tableaux en petits comités et réinstaurer quelque chose qui a disparu, c'est-à-dire un lien humain, intime, pratiquement, avec des auditeurs et essayer de le faire dans un contexte qui soit un contexte un peu plus sécurisant, beaucoup plus intime et qui me permette de fouiller davantage ce que j'aime présenter aux gens. Ne plus le faire devant un public, je continuerai à le faire devant un public large, mais aussi réinventer avec un public plus intime. Alors, la réalité virtuelle ne nous isole-t-elle pas des autres? Alors, ça, c'était une question publique. Finalement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui et non. Oui, dans le temps de l'expérience, effectivement, on est sous le casque, même si, encore une fois, il y a de plus en plus d'expériences qui proposent une dimension beaucoup plus sociale, plutôt sur le mode jeu, on va dire, avec plusieurs personnes à l'intérieur qui vont interagir, faire des choses dans le même environnement virtuel en temps réel. Il y a aussi donc, le théâtre immersif, où on va partager des choses, et encore une fois, finalement, l'expérience, elle est un petit peu individuelle, un petit peu collective. Et je dirais, en fait, c'est pas grave. Souvent, cette question, on la pose, on sent une espèce de reproche à la réalité virtuelle. Finalement, c'est pas grave. Pour moi, dans le cadre de la médiation, ce qui compte, c'est finalement d'utiliser ce temps. Comment on l'utilise, ce temps individuel, surtout en immersion, particulièrement dans les casques, on est quand même très sensible, on est plus attentif à nos émotions, elles sont souvent décuplées. Donc ça peut être quelque chose justement d'intéressant, je pense, à utiliser. Voilà. Et encore une fois, de quelle réalité virtuelle? Oui, et puis je crois vraiment que c'est, comme tu le disais, c'est un faux procès, si je peux répondre aussi à la question. Tout à fait, ouais. Je crois qu'une réalité immersive, elle est le fruit de la collaboration de plein de gens et elle développe chez nous des idées, des imaginaires qu'on n'avait pas prévus et qui fait qu'on n'est pas seul. Ouais, je crois que c'est vraiment un faux procès d'intention. Complètement. Ouais. Et puis quand tu as des expériences partagées par des milliers de personnes, finalement, est-ce qu'elles sont si individuelles que ça, quoi? Absolument. Je crois aussi. Geneviève, comment faire voyager votre public actuellement? Alors effectivement, continuer à faire voyager le public, c'est maintenir le lien, comme je l'évoquais tout à l'heure, et c'est aussi essayer de leur faire découvrir des perspectives. Quand j'ai commencé à faire des voyages, à accompagner des groupes un petit peu partout en Europe, et puis au Louvre, à Abu Dhabi par exemple, j'ai essayé à chaque fois de donner une petite marque plus contemporaine. Et je crois que ça a amené les gens à redécouvrir certaines choses. Et donc du coup, on est habitué dans le monde de la culture, on vous parle de Vermeer, de Rembrandt, de Michel-Ange.
Et ben, l'idée, c'était de vous parler, par exemple, d'Anselm Kiefer, de Johanna Vasconcelos, et de faire voyager les gens vers des zones dans lesquelles leur apprentissage ne les a jamais amenés, et leur montrer que l'art est quelque chose de vivant, que l'art est quelque chose en mouvement, que c'est quelque chose en devenir, et que si on arrive à capter effectivement les artistes qui nous sont proches dans le temps, eh bien on va pouvoir influer sur le parcours de l'histoire de l'art et avoir une idée en continuité de ce parcours de l'histoire de l'art. La médiation a-t-elle besoin de la proximité physique ? Pour moi, ça, c'est une grande question. C'est, avec mes recherches, je suis en plein dedans, justement. Parce que, alors, je pense que oui, on a besoin de la proximité physique, mais que la proximité physique ne suffit pas, finalement. Que sans discours, sans médiation autour, on peut passer à côté, ça ne transmet pas forcément des savoirs comme ça de manière innée. Voilà. Je pense qu'on en a besoin parce qu'on est des êtres sociaux, ça c'est important. La première fonction de notre cerveau, elle est sociale, on a besoin de parler, d'échanger, on a besoin de la médiation humaine et il ne faut surtout pas qu'elle disparaisse. Moi je suis pro-numérique mais aussi pro-médiation humaine et je pense qu'on peut très bien allier les deux. Et au-delà de ça, il y a la question de la proximité avec les objets, avec les lieux. Pour moi, il y a quelque chose de fascinant quand depuis finalement toujours les hommes se déplacent, voyagent pour se rassembler autour d'un lieu, d'un objet, pour commémorer, pour appartenir. Ils partagent des savoirs, des pratiques et la transmission se fait comme ça. Plus on a de moyens de transport, plus on se déplace. Il y a des millions de gens qui visitent toutes sortes de sites dans le monde entier. Et puis on voit bien avec le confinement que c'est quelque chose qui nous manque terriblement. Et je trouve que cette question elle est intéressante. Après, il y a toutes les questions liées derrière. Quand on a la proximité physique, d'accord, mais comment on fait justement pour la transmettre ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce que... oui, mais à ce moment-là, c'est aussi l'idée, c'est notre travail. Alors moi, forcément, à cette question-là, je vais répondre un oui franc et massif. Il y a l'idée de partager un savoir, une connaissance de manière virtuelle ou de manière écrite, mais effectivement, ça ne remplacera jamais, je crois, le contact avec quelqu'un. La proximité physique, pour moi, elle est importante. Alors, elle n'est pas essentielle, parce qu'on peut être proche de quelqu'un et trouver que ce qu'il dit n'est pas intéressant. Complètement. Alors, Geneviève, combien d'abonnés et de quoi parlez-vous dans la newsletter ? Alors, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Alors, c'est peut-être pas le nombre d'abonnés qui va être significatif, parce que je ne suis pas Beyoncé, donc les chiffres ne seront peut-être pas significatifs par rapport à ça. Mais j'avais, avant le confinement, 800 abonnés. Et maintenant, j'en ai 1700. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce nombre d'abonnés a doublé. Et les gens viennent effectivement chercher. Là, je leur ai dit au début, je ne vous parlerai pas de choses que vous connaissez déjà. Donc, par exemple, ces 2 dernières semaines, je leur ai parlé aussi beaucoup de collectionneuses, de femmes qui ont battu en brèche tous les préjugés de leur époque et ont décidé, plutôt que de s'acheter des bijoux et des robes, de s'acheter des tableaux. Et certaines ont été mises au banc de la société dans laquelle elles vivaient à cause de ça. Donc c'est l'idée aussi de faire découvrir des parcours de gens, et évidemment j'essaie au maximum des parcours de femmes, parce que je trouve que c'est important, et de montrer que l'histoire de l'art, comme un petit peu dans tous les domaines, c'est quelque chose qui est resté essentiellement masculin, qu'on peut le féminiser un petit peu plus aussi. Complètement, oui. Je me rappelle avoir eu des cours par Catherine Camusso, qui était une artiste femme, et qui nous parlait justement de ça, et c'est vrai que c'est passionnant de voir le monde caché de l'art à travers les yeux d'une femme. Ouais. Alors, Geneviève, êtes-vous prête à vous rapprocher de Janaïne entre vos pratiques plus classiques et celles plus digitales? Mais j'en rêve. Mais oui, oui, j'en rêve. Alors, on ne se connaissait pas avant l'émission. Et effectivement, moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que j'ai une pratique d'un côté, qu'elle en a une autre, et que nous sommes juste complémentaires. Non, j'adorerais travailler avec Janaïne. J'adorerais pouvoir effectivement créer des réalités immersives par rapport à des sujets qui nous intéressent. C'est complètement réciproque. Bon,
Merci Voilà, à c'est la tous fin. Merci. d'avoir Merci, partagé ce moment avec nous. Merci au Et, Club de la Com, à toute l'équipe. oui, merci à l'équipe Super qui nous a accueil. accueillis et Voilà. à bientôt.